Bonjour et bienvenue au nom du CERFAM, avec toute l'équipe ici rassemblée avec moi. Toute l'équipe du CERFAM est à la tête, monsieur le directeur par intérim du CERFAM, monsieur Patrick Texera. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire et merci encore de nous rejoindre. Alors, nous sommes réunis dans le cadre, comme vous le savez, dans le cadre d'un deuxième webinaire d'une série que nous avons initiée depuis le mois de juillet 2021. Et qui porte sur la promotion des systèmes alimentaires durables, résilients et inclusifs. Alors, le thème de ce deuxième webinaire qui nous réunit ce matin est « Systèmes alimentaires locaux, robustes et résilience des populations rurales ». Et ce deuxième webinaire est organisé en collaboration avec Agrinium. Pour information, Agrinium, c'est l'Alliance de la formation et la recherche pour l'agriculture, l'alimentation, l'environnement et la santé globale. Et ce webinaire est également organisé en collaboration avec le Programme alimentaire mondial et le gouvernement de Côte d'Ivoire. Alors, pour vous donner une petite information, l'objectif de ces webinaires que nous avons initiés depuis le mois de juillet, comme je le disais, c'est de mettre les réflexions en cours sur les systèmes alimentaires au cœur des débats et de favoriser les discussions sur la façon de catalyser une transformation efficace des systèmes alimentaires. Alors, pour ce deuxième webinaire, qui va durer environ 1h30, les objectifs seront de passer une première fois, de passer en revue les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs africains, notamment les petits producteurs. Ensuite, de partager les bonnes pratiques et d'examiner toutes les opportunités afin d'améliorer la vie des populations rurales, principalement vulnérables. Le troisième objectif sera d'accroître la participation des petits producteurs et de tous les acteurs dans la transformation des systèmes alimentaires. Et enfin, le dernier objectif sera de tisser des partenariats pour plaider la cause et accroître les investissements afin d'appuyer la résilience des petits producteurs agricoles dans le continent africain. Alors, nous avons comme panélistes des intervenants d'institutions. Vous avez vu dans la fiche qui a circulé dans les différents outils de moyens de communication. Nous avons avec nous ce matin le Fonds international de développement agricole, le FIDA. Nous avons avec nous ce matin un représentant de l'ONG Action contre la faim. Nous avons avec nous le bureau régional du Programme alimentaire mondial pour l'Afrique de l'Ouest et le président de la plateforme des agriculteurs du Niger. Alors, ce webinaire sera l'occasion pour eux, ces différents panélistes, et aussi avec vous, chers participants, de partager leur point de vue sur ce sujet. Permettez-moi, avant de commencer véritablement à présenter les panélistes et d'entrer dans le vif du sujet, je vais donner la parole à M. Philippe Prévost de Agrinium pour un petit mot avant de pouvoir poursuivre. Monsieur Philippe, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup Marina. Moi, effectivement, je voulais dire un petit mot au nom de l'Alliance Agrinium et surtout au nom d'Eric Stolpel parce que malheureusement, Eric Stolpel, qui avait prévu d'être ici ce matin, ne peut pas être là parce que en fait, il a été réquisitionné par son établissement. Eric Stolpel est au CIRAD, chercheur reconnu en agroécologie. Et nous organisons toute la semaine à Montpellier un sommet France-Afrique, vous avez dû en entendre parler, et il a dû remplacer un de ses collègues pour une animation de séminaire de haut niveau ce matin, et donc depuis la semaine dernière, on a appris que fin de semaine qu'il ne pourrait pas être là ce matin. Donc je voulais, en son nom et au nom de l'Alliance, nous excuser pour ce webinaire. Alors ce ne sera pas le cas pour les autres webinaires des mois prochains, puisque on a bien eu confirmation des chercheurs du CIRAD. Donc, de toute façon, notre absence n'est pas non plus très grave compte tenu de la qualité des autres intervenants présents. Le CIRAD, effectivement, comme vous le savez, travaille en recherche sur les agricultures familiales africaines, mais je pense que c'est encore mieux que ce soit les Africains qui parlent des systèmes alimentaires africains. Vous aurez tous les éléments à ce sujet-là, et donc 1000 excuses. Je vais rester, mais je ne suis pas spécialiste des systèmes alimentaires de mon côté, donc je vous remercie pour accepter ces excuses. Merci beaucoup, Monsieur Philippe Prévost. Excuses acceptées.
et nous aurons la qualité des orateurs et des panélistes que nous avons avec nous va excuser véritablement son absence, mais nous avons compris, nous l'aurons pour le prochain webinaire. Comme je le disais, c'est une série, donc le mois prochain, au mois de novembre, nous aurons un troisième webinaire et en décembre, un quatrième. Donc, nous comptons sur sa présence pour les deux webinaires à venir. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter les panélistes que nous avons avec nous. Nous aurons tout à l'heure une présentation de Monsieur Amat Patessen. Monsieur Amat Patessen est directeur par intérim Pays Côte d'Ivoire et directeur du Hub Pays côtier du FIDA. Nous aurons également avec nous ce matin une présentation de Monsieur Mamadou Diop. Monsieur Mamadou Diop est le représentant régional en Afrique de l'Ouest et du Centre de l'ONG Action contre la faim. Nous aurons également Monsieur Djibo Bagna ce matin avec nous. Monsieur Djibo est président d'honneur de la plateforme paysanne du Niger. Et enfin, nous aurons une présentation de Monsieur Adamou Issaka. Monsieur Adamou Issaka est le conseiller principal en résilience au Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest du Programme alimentaire mondial. Voici les panélistes que nous aurons avec nous ce matin. Chacun d'eux aura une présentation d'environ 10 minutes et par la suite, nous passerons à l'étape des questions-réponses. Alors, je vous rappelle, chers participants, que nous avons un chat ouvert à tous. Vous pourrez y poser toutes les questions selon les différentes présentations pour des incompréhensions, pour des ajouts, des compléments à rajouter. Et les panélistes que je viens de vous présenter et que vous découvrirez tout à l'heure se feront un plaisir d'y répondre durant le temps qui leur sera consacré. Alors, si des questions vous parviennent par la suite, mais qui ne peuvent pas être posées, n'hésitez pas, vous pouvez toujours nous les transmettre et nous le leur transmettrons par email et ils y répondront. Alors, nous allons véritablement commencer cette série de présentations avec M. Amat Patessen. Alors, M. Amat Patessen, depuis décembre 2020, il a été nommé directeur par intérim, directeur pays Côte d'Ivoire, et il est directeur du Hub des pays côtiers. M. Paté est ingénieur agronome de formation et expert en climat et environnement avec plus de 15 ans d'expérience dans 4 régions du monde, c'est-à-dire en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie centrale et en Europe. Monsieur Amat Patessen est titulaire d'une maîtrise et d'un diplôme d'études supérieures en développement rural, développement durable et gestion des ressources naturelles de l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier, en France. Il dispose encore des masters en génie agricole à l'École nationale d'agriculture de Meknès au Maroc. Monsieur Amat Patessen, il parle couramment le français, l'anglais, le portugais, le wolof et le sérère. Monsieur Amat Patessen, si vous êtes prêt, vous avez le micro pour votre présentation de 10 minutes. Merci beaucoup, Marina. Merci, collègue. Merci pour cette présentation. Et merci aussi d'avoir convié le FIDA à cette importante réunion, donc ce webinaire sur les systèmes alimentaires, à la suite, bien sûr, des recommandations du sommet de New York. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans la mise en œuvre. Et donc, je vais partager les perspectives de mon institution, le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole. Alors, comme vous le savez tous, donc l'agriculture dans la région ouest africaine, en Afrique de façon générale, dans le monde, voilà, en fait, capte plus de 70% des pauvres. Donc, ma présentation, elle est en anglais, je vais parler en français. Et la majorité donc, de ces petits producteurs sont des producteurs qui ont moins d'1 hectare ou de 2 hectares, donc c'est des smallholder farmers, et qui vivent vraiment que de l'agriculture. Dans les zones rurales, c'est les populations également les plus vulnérables au changement climatique, aux différents chocs, que ce soit les chocs exogènes qu'externes. Ces populations-là n'ont pas forcément aussi accès au crédit pour pouvoir donc développer et moderniser leur agriculture, mais aussi appuyer tous ceux qui sont investissements pour attirer les jeunes dans le cadre de l'agriculture. Aujourd'hui, on est en face d'un paradoxe en Afrique, c'est-à-dire le paradoxe où on a à peu près plus de 600 millions de terres non cultivées, arables, mais en même temps, on a un tiers de la population qui souffre de malnutrition. Et nous sommes actuellement, donc, au lieu d'être exportateurs nets, nous sommes importateurs nets de 35 milliards de dollars par an en termes donc, de
d'importation de nourriture. Donc, c'est un paradoxe où on a la terre, mais on importe. Et aujourd'hui, la majorité de ces terres-là sont sous culture pluviale. Donc, forcément, sous culture pluviale, la productivité est faible. Et en même temps, on n'a pas donc l'irrigation. Seulement 6% des terres sont irriguées contre peut-être 56% en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, la démographie augmente, donc on a le taux de natalité le plus élevé en Afrique, avec bien sûr tout ce que vous savez, la malnutrition, également les questions d'inégalité genre, la question des jeunes et de l'emploi, donc avec la migration, bien sûr, mais aussi tout ce qui est exclusion. Et l'exclusion financière détermine également les problématiques, surtout d'investissement dans ce secteur qui est clé et qui nourrit en fait la majorité des populations dans les villes et dans les campagnes. Un autre problème que nous avons, c'est les changements climatiques. Donc, le temps change, l'agriculture pluviale, comme ça se faisait au temps actuellement, donc, fait face aux problématiques donc, de pluviométrie, de sécheresse, de tout ce qui est également les maladies animales. Mais de nos jours, on a maintenant un autre problème qui est le COVID. Donc, COVID avec bien sûr son impact sanitaire, mais également un impact sur la sécurité alimentaire, avec bien sûr les fermetures des frontières qui avaient engendré un certain nombre de problèmes. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, une réduction drastique des importations, surtout des produits de première nécessité, ou en tout cas des cash crops, qui aujourd'hui ne sont plus en fait ce qu'ils veulent. Forcément, ça impacte les revenus des producteurs, leur sécurité alimentaire et leur bien-être. Ce COVID-là, on estime, d'après la Banque mondiale, qu'il y aura forcément plus de 38 millions de populations qui vont en fait s'y ajouter si ce n'est pas donc adressé. Il y a pas mal de plans de gestion assez compliqués jusqu'à ce jour parce qu'il y a des problèmes donc, de fiscalité au niveau des différents ministères. Et c'est une problématique donc, qui nous appelle et en fait qui nous demande vraiment de pouvoir augmenter la productivité. Et cette productivité, on le projette d'ici 10 ans, 15 ans, avec bien sûr les problèmes de démographie. Donc, démographie, il faudra nourrir les hommes dans les villes et les campagnes. Les populations sont de plus en plus exigeantes, mais également, on doit répondre en certain. Donc, forcément, on doit doubler la production. Et c'est la raison pour laquelle, au cœur de cette problématique-là, de création de l'emploi, de nourrir les hommes, d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle, on a en fait au centre les petits producteurs, surtout dans notre région, qui sont la clé de l'économie, des économies nationales et régionales. Le problème auquel font face donc, aux petits producteurs, c'est l'accès au financement. L'accès au financement parce que forcément, ils sont perçus comme étant très risqués puisqu'ils font que l'agriculture pluviale. Il y a également un problème de connaissances, il y a un problème de technicité, il y a un certain nombre donc une agriculture pas forcément mécanisée ni adaptée, et un certain nombre de projets qui sont soumis aux institutions financières, les banques, les instituts de microfinance qui ne sont pas forcément bancaires. Et aujourd'hui, donc, il est nécessaire dans ce contexte-là d'améliorer la production, d'augmenter la plus-value, parce que la majorité de notre production, s'il y a un surplus, est exporté, surtout pour les productions de rente, la majorité sont exportées, mais il n'y a pas forcément donc, une première transformation, deuxième transformation sur place, et naturellement, forcément, donc, de revenus. Et cette agriculture n'est pas forcément aussi attractive pour les jeunes et les femmes, puisque la majorité donc, sont dans les villes et ne voient pas vraiment leur futur dans l'agriculture. Donc, au centre de la problématique, nous avons donc les petits producteurs pour transformer les systèmes alimentaires. Donc, aujourd'hui, le FIDA travaille sur cette chaîne de valeur. Nous travaillons dans la région sur un certain nombre de mécanismes, sur toute la chaîne de valeur, en prenant en considération, bien sûr, les questions de changement climatique du début jusqu'à la fin. Donc, qu'on parle des intrants, qu'on parle de la production, qu'on parle de la transformation marketing jusqu'au bol, l'accessibilité et la proximité de l'alimentation, nous investissons bien sûr avec nos ressources, mais nous amenons également des ressources vertes. Donc, l'objectif étant de faire de sorte que notre agriculture soit une agriculture durable, climato-résiliente et à faible émission de carbone.
et donc des systèmes alimentaires, bien sûr, résilients et à faible émission de carbone. Dans le cadre du COVID, il y a aussi des paquets de stimulus qui font que aujourd'hui, les populations les plus affectées, surtout les petits producteurs qui nous nourrissent, mais qui, si aujourd'hui on arrive à faire un levier sur ces populations-là, on va réduire la pauvreté, on va réduire également les problèmes de sécurité alimentaire, parce qu'ils sont sur toute la chaîne du système alimentaire et sur toutes les chaînes de valeur, que ce soit pour les produits alimentaires au niveau des ménages, mais également les produits de rente, que ce soit également le cacao, café, le mil, les produits halieutiques, mais aussi tout ce qui est produits, les viandes, lait, etc. Donc, ce que nous faisons, c'est qu'à partir de nos projets, nous prêtons de l'argent aux États, que ce soit des dons et des grants. Nous avons ici des mécanismes financiers où des agriculteurs organisés ou les petits fermiers organisés en coopérative ou en petite et moyenne entreprise, en organisation de producteurs, en fêtière, peuvent y accéder directement. Et ça part de la recherche pour avoir les sites, les variétés les plus résilientes au changement climatique, qui vont donner une plus grosse productivité, aux techniques de production, d'adaptation et de mitigation, également les mécanismes de processing. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup avec la BAD sur les agro-processing zones, donc qui sont en fait les agropoles pour la transformation des produits et ajouter de la valeur, mais aussi tout ce qui est branding et packaging pour avoir donc sinon la majorité de ces produits au niveau des marchés, les marchés de proximité dans les villes et aussi dans les grandes campagnes. Ce qui est vrai, c'est que la majorité des revenus sur les chaînes de valeur alimentaire, pour donner un exemple, aux États-Unis, quand vous prenez en fait la part du producteur sur tout ce qui est gagné, chaque dollar gagné sur la chaîne de production, c'est 7,8 cents. Donc, vous voyez qu'en Afrique, on est largement en dessous. Ça veut dire que sur toute cette chaîne de valeur, il y en a qui gagnent, mais le prix marchand, en tout cas pour toute production, pour les petits producteurs, c'est extrêmement faible et c'est la raison pour laquelle ces populations sont toujours dans la pauvreté. Donc, forcément, pour changer ce système-là, on doit influencer sur toute la chaîne de valeur avec des investissements, mais aussi des systèmes réglementaires et institutionnels qui doivent être donc revus. Donc, pour finir, avec les deux derniers slides, nous travaillons avec, bien sûr, pour la mobilisation de la finance verte, au-delà de nos investissements. Nous avons des investissements conventionnels, prêts et dons, avec également equity et garantie avec les États. Mais ce qu'on met au cœur de nos actions, c'est les partenariats publics-privés et producteurs. Donc, vous voyez tout le temps PPP, c'est public-privé, partenariat public-privé, mais nous avons voulu, avec les petits producteurs qui sont le cœur des productions également, de l'alimentation de nos villes et de nos campagnes, mettre les petits producteurs sur cette chaîne. Donc, au FIDA, nous avons le modèle 4P et nous cherchons les investissements avec, bien sûr, des investisseurs institutionnels. Il y a également les investisseurs, les equity, c'est-à-dire les prises de participation avec d'autres partenaires. Nous appuyons les banques agricoles qui appuient les petits producteurs avec des financements verts et beaucoup sont hautement concessionnels. Nous avons un grand programme dans la région qui s'appelle Griffin et qui sont des financements à taux zéro, donc pour pouvoir stimuler donc, ce marché-là. Et avant-dernier, nous avons également des émissions obligataires qui vont nous permettre de mobiliser plus d'argent sur les marchés des capitaux. L'assurance agricole, nous en avons aussi dans la région, y compris donc dans la bande du Sahel, où nous aidons les États à mettre en place des assurances agricoles et on participe au paiement des primes. Comme ça, quand il y a un choc, ces populations peuvent toujours et ces producteurs peuvent continuer à produire et peuvent être payés et repartir, donc acheter les semences ou en tout cas des facteurs de production. Donc, ces différents mécanismes de financement qui existent, nous les mettons en place pour pouvoir appuyer donc une agriculture durable, résiliente et résiliente, mais aussi dans le cadre donc, du COVID. Donc, tout ça est fait pour naturellement appuyer les objectifs, les ODD, mais également en même temps inclure les engagements des différents pays, mais également du FIDA en tant qu'institution pour l'accord de Paris.
Donc, en conclusion, les petits producteurs sont au centre donc, de nos investissements. Nous allons là où les autres ne vont pas. Et notre mandat, c'est les pauvres, des plus pauvres, les plus petits producteurs, où dans leur chaîne de graduation, l'objectif, c'est de les faire passer du petit à moyen et à gros en utilisant tout le système d'organisation, mais aussi à mettre en place des investissements nécessaires pour leur développement. Donc, je m'arrête là et merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Amat Patesen. Merci pour votre présentation. À tous ceux qui viennent de nous rejoindre, nous avions la présentation de Monsieur Amat Patesen. Pour rappel, Monsieur Amat Patesen est le directeur par intérim Pays Côte d'Ivoire, directeur du hub Pays côtier du FIDA. Alors, Monsieur Patesen, en 10 minutes et moi-même, nous a présenté nous a rappelé les quelques difficultés auxquelles étaient confrontés les petits producteurs. Les petits producteurs qui nous rappelaient étaient au cœur des actions du FIDA. Et surtout, il nous a rappelé quelques actions qui étaient développées par son institution, le FIDA, pour aider justement ces petits producteurs-là dans la transformation des systèmes alimentaires et également rappeler les différents partenariats qu'ils avaient tissés avec d'autres institutions pour relever cette chaîne de valeur, surtout dans l'amélioration des systèmes alimentaires durables, robustes et résilients. Merci beaucoup, Monsieur Amat Patesen. Alors, je rappelle à tous les participants, nous avons un chat box. N'hésitez pas à y poser toutes les questions suite aux présentations qui sont faites actuellement. Nous releverons toutes ces questions et nous les poserons par la suite, après les différentes présentations aux panélistes qui se feront un plaisir de vous répondre. Alors, après la présentation de Monsieur Amat Patesen, nous avons comme deuxième panéliste Monsieur Mamadou Diop. Monsieur Mamadou Diop est le représentant régional Afrique de l'Ouest et du Centre de l'ONG Action contre la faim. Monsieur Mamadou Diop est diplômé en santé et développement, en leadership humanitaire et en management avec une carrière riche en diverses dans le secteur privé et ensuite dans le domaine de la coopération internationale. Monsieur Amat Patesen a travaillé pendant près d'une vingtaine d'années en Afrique de l'Ouest et du Centre dans les domaines de la prévention et la prise en charge de la malnutrition, de la sécurité alimentaire, du plaidoyer, ainsi que sur le renforcement de la résilience des populations vulnérables et des interventions d'urgence et des finances. Monsieur Mamadou Diop, si vous êtes prêt, vous avez le micro. Merci beaucoup, Marina. Bonjour tout le monde. Et merci beaucoup, Monsieur Sen, pour cette brillante présentation qui nous a permis de camper le débat et surtout de brosser les drivers ou plutôt le contexte dans lequel nous vivons au niveau du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et sur les éléments contextuels, je rajouterai que à côté du changement climatique, à côté de l'accroissement de la population, à côté de la malnutrition, des pandémies ou des épidémies que nous vivons, en fait, qui est notre quotidien dans la région, parce que nous avons l'habitude de le dire, chaque année nous vivons entre 3 et 4 épidémies dans la région, donc on a quand même une certaine capacité d'absorption du choc qui existe déjà au niveau de la région. Moi, je rajouterai 2 points sur les éléments contextuels, c'est les conflits de plus en plus récurrents dans nos zones d'intervention et la migration, parce qu'une grande partie de la migration reste interne au continent. Il faut le souligner. À travers ma présentation, je vais brosser, je vais répondre majoritairement à 3 questions. Principalement, la première, c'est quel est l'impact de la pandémie sur l'agriculture familiale. La deuxième question, c'est comment mettre en place des mesures de mitigation des conséquences de la pandémie sur l'agriculture familiale. Et la troisième question, c'est comment rendre résiliente cette population, à majorité, cette population rurale, à faire face aux chocs qui sont récurrents dans la région. Il est important pour bien parler
de l'impact de la pandémie sur cette population-là, sur l'agriculture familiale, de retracer un peu ce qu'on appelle le système agricole dans son ensemble. Donc, il y a plusieurs aspects qui composent le système agricole et par rapport aux populations, par rapport aux régions dans lesquelles nous sommes, nous voyons qu'en fait, on a une certaine disparité entre les petits producteurs ou entre les populations, qu'on soit dans un pays ou un autre de la région, qui ont accès à un certain nombre d'infrastructures ou à un certain nombre de politiques ou d'aides qui leur permet d'avoir le minimum de revenus et de subvenir au minimum de besoins au niveau de leur ménage. Mais concrètement, en parlant d'impact de la pandémie, moi je pense qu'il est aussi important de souligner que ce n'est pas la pandémie en tant que telle qui nous a fait plus de mal comme dans les pays occidentaux, c'est les mesures de mitigation, c'est les mesures de contingentement qui ont été mises en place qui ont plus fait de mal à l'économie globalement de la région. Donc, ces mesures-là, vous les connaissez. On a eu la fermeture de plusieurs marchés, on a eu la fermeture même ou l'arrêt des transports interurbains. On a eu aussi des couvre-feux. Donc, on a vraiment eu des mesures qui s'apparentaient, si je peux me le permettre, aux mesures ou qui ressemblaient beaucoup aux mesures qui ont été prises dans les pays occidentaux qui ont été les plus impactés sur le plan sanitaire par la pandémie. Ainsi, donc, par rapport à ces mesures-là, au niveau des intrants agricoles, donc, qui composent un des maillons du système agricole, nous avons remarqué beaucoup de tensions en matière d'approvisionnement, donc les délais étaient d'un coup devenus trop longs. On a vu même au niveau de l'importation ce que ça a aussi causé comme problème. Et au niveau du transport interurbain, comme le transport était interdit dans certains pays, on a vu aussi que cela posait énormément de problèmes en matière d'approvisionnement de certains marchés qui de toutes les façons étaient fermés. Au niveau de la production agricole et du pastoralisme, on a vu qu'il y avait des pertes de débouchés. La réduction des déplacements a beaucoup impacté sur la production et sur la main-d'œuvre au niveau des marchés et au niveau des zones de production agricole. Et nous avons vu aussi que le fait que les activités ont été en quelque sorte ralenties ont beaucoup impacté les périodes de soudure à venir depuis le début de la pandémie dans la région. En matière de distribution aussi, j'en parlais tout à l'heure, on a vu la fermeture des marchés, les tensions sur les produits de première nécessité, donc la hausse des prix des denrées de première nécessité, on les a tous vécus. Et en cela, effectivement, des mesures, des mitigations devaient être mises en place pour pouvoir atténuer les conséquences de la hausse de ces prix-là. Au niveau de la logistique, donc toujours en lien avec le transport, par exemple, le fait d'avoir arrêté ou suspendu le transport d'une région à l'autre aussi a causé énormément de soucis parce qu'il faut rappeler que le transport de marchandises dans nos régions ne passe pas uniquement via les structures qui sont spécialisées dans le transport de marchandises, mais passe aussi par les petites unités de transport, plutôt. Le transport en commun, interurbain par exemple, était largement affecté et une grande partie des marchandises aussi affectées en conséquence puisque ne parvenaient pas dans les marchés. Sur l'exportation, donc là aussi un ralentissement, je pense, mondial au niveau de tous les ports, on l'a tous vécu, la baisse des cours mondiaux, des cultures de rente et ainsi de suite, la baisse des ressources financières, comme l'a aussi bien rappelé tout à l'heure M. Sen. Nous avons aussi vu en matière de transformation que la réduction des fonctionnements de certaines unités, bien entendu, due au manque de matières premières, donc indisponibilité au niveau des marchés, donc on n'arrivait pas au niveau des unités de production, de transformation, la perturbation des circuits de maintenance, donc lorsque les machines étaient tombées en panne, il était difficile
pour les propriétaires de ces machines-là d'avoir accès à certaines pièces, puisque de toutes les façons, les délais étaient de fait allongés du fait de la pandémie. Et en matière de consommation, donc, on avait remarqué au niveau des populations, surtout les populations les plus vulnérables, un faible accès aux produits de qualité et en quantité suffisante, ce que gage d'une bonne nutrition au niveau des ménages. On a vu aussi des mesures d'adaptation alimentaire se mettre en place, il faut bien noter que l'habitude alimentaire compte beaucoup au niveau des ménages. Donc, si on n'a plus accès aux céréales qui constituaient nos habitudes alimentaires et qui permettaient aux populations de se nourrir et de nourrir les enfants, avec cette pandémie, on a eu beaucoup de soucis, soit parce que ces denrées ou ces céréales étaient devenues plus chères ou n'étaient tout simplement plus disponibles. Donc, on a vu quand même certaines populations trouver d'autres systèmes d'adaptation pour pouvoir avoir accès à un minimum de sources d'énergie et ainsi par là essayer de trouver de quoi résorber un peu l'exposition à la malnutrition des enfants. Et à partir de là aussi, on a vu aussi que beaucoup de cantines scolaires ont été fermées. Et là aussi, ça a causé énormément de problèmes parce qu'on sait que les cantines scolaires constituent une source d'alimentation pour beaucoup de ménages, pour beaucoup d'enfants qui sont dans les zones les plus reculées. Donc, par rapport à cette situation, comment réduire l'impact de la pandémie vis-à-vis du système agricole en tant que tel et surtout par rapport aux producteurs? Dans un premier temps, ce que nous avons fait, nous, Action contre la faim, dans notre approche et avec d'autres partenaires d'ailleurs, nous avons essayé déjà de travailler sur les politiques. C'est-à-dire, on a essayé d'influencer les gouvernements puisque la pandémie était une réponse à 100% gouvernement. Comment, au niveau des États et au niveau des ministères concernés, on pouvait atténuer ou diminuer les mesures de contingentement qui ont été mises en place au niveau des pays concernés. C'est vrai que ça a été très difficile et très compliqué dans un premier temps de pouvoir remettre, si je peux me le permettre, les pendules à l'heure, parce que tout simplement, les mesures étaient disproportionnées par rapport à l'impact réel au niveau sanitaire sur le continent et surtout sur l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et comment, à partir de là, avancer sur des politiques qui sont beaucoup plus adaptées. Par exemple, on a vu au Burkina Faso, je donne cet exemple parce qu'au Burkina Faso, en comparaison à d'autres pays, ils ont plutôt préféré investir sur la réduction des taxes et le financement de certaines denrées de première nécessité et de là permettre à la population d'avoir accès à moindre coût à l'alimentation. Je vais accélérer, désolé, je pense que je suis en train de déborder un peu. Sur les intrants agricoles et la production agricole et pastoralisme, on a aussi mis en place des mesures pour atténuer l'impact de la réduction et de la réduction des pertes des revenus en mettant en place des filets sociaux, donc à travers le cash transfert, à travers le cash contre travail aussi, ce qui nous a permis de rendre ou de laisser la dignité à ces populations et de faire face à leurs besoins. Et au niveau de la distribution, donc, il fallait aussi nécessairement travailler sur la redynamisation des marchés, sur l'accompagnement à l'acheminement des productions, sur le stockage aussi, et sur la transformation, il fallait mettre aussi en place des systèmes de collecte et d'unités de transformation. Donc, comme par exemple, je prendrais bien l'exemple du Sénégal où il y a un producteur qui permet à d'autres producteurs de mettre à disposition leur production via un système de collecte centralisé, des unités de transformation qui permet de là permet de limiter les pertes
et d'assurer une certaine discussion au niveau des marchés. Et donc, de là aussi, disponibiliser les ressources et surtout la production locale. Il faut que cette production serve en priorité au programme de filets sociaux et donc permettre aux populations d'avoir accès à leurs habitudes alimentaires et aux aliments de base auxquels ils ont besoin. Et enfin, sur la dernière question, je vais aller vite. Il est important de noter pour arriver à une résilience des populations, il faut des préalables, il faut une base. Et si cette base n'existe pas, en fait, il est impossible de parler de résilience. Je vais le dire de manière imagée. C'est-à-dire qu'on est constamment sous pression, on est en train de survivre, de faire face à des chocs tous les mois, tous les jours. Donc, il nous est difficile, en étant sous pression, de penser à une résilience. Donc, pour éviter ou pour permettre d'arriver à une réflexion résilience, il faut sortir de cet état de survie et arriver à une réflexion où, d'accord, mes besoins de base sont satisfaits et comment je peux arriver aujourd'hui à faire face aux futurs chocs qui vont arriver. Et pour ça, il faut le renforcement du système d'économie de marché, il faut consommer ce qu'on produit, il faut décloisonner les secteurs, proposer un package de besoins de base, ne plus avoir le ministère de l'Agriculture qui travaille de son côté, le ministère du Travail de son côté, le ministère de la Santé. Il faut que ces ministères puissent communiquer et proposer un package pour les besoins pour faire face aux besoins de base. Il faut renforcer les infrastructures, donc le stockage, le transport et surtout aussi les hôpitaux pour permettre que les populations aient accès au minimum de soins. Il faut que les formations soit mise en place, il faut le coaching, il faut qu'il y ait un transfert de capacité, de compétences entre les différents producteurs, donc les petits producteurs, pour leur permettre d'avoir de l'efficience dans leur production et surtout, il faut les mettre ensemble, il faut un partenariat entre ces producteurs-là pour leur permettre d'accroître leurs activités et d'avoir accès au marché beaucoup plus intéressant et plus important. Et enfin, il faut des systèmes forts, je ne dirais pas comme filets sociaux, mais comme garde-fous sociaux pour que la résilience puisse se mettre en marche. Voilà en gros ce que j'ai essayé de vous retransmettre en très peu de temps et je suis disponible pour la séance questions-réponses si vous avez besoin de précisions. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Diop. Merci pour cette présentation riche. Et tout comme c'était le cas avec Monsieur Amapat, vous aurez une série de questions qui vous sont adressées. Nous les avons relevées tout à l'heure et lors de la séance questions-réponses, vous aurez droit à ces questions auxquelles vous pourrez répondre et donner davantage d'explications à ce niveau. Merci beaucoup encore, Monsieur Mamadou Diop, de Action contre la faim. Alors, nous en arrivons à Monsieur Djibo Bagna. Est-ce que Monsieur Djibo Bagna est avec nous? Monsieur Djibo Bagna, président d'honneur de la plateforme paysanne du Niger. Nous allons accueillir M. Djibo Bagna. Juste pour vous parler un peu de M. Djibo, sachez, chers participants, qu'après des études et une carrière dans l'enseignement, M. Bagna Djibo choisit de consacrer tous ses efforts pour la cause paysanne. Alors, il se joint à l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger et il y occupe divers postes de responsabilité. M. Djibo Bagna est secrétaire général de la plateforme paysanne du Niger depuis 1999. M. Bagna devient en 2000 membre du comité exécutif du réseau des organisations paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest, appelé ROPA. Et il est ensuite réélu en 2019 président du conseil d'administration de la plateforme paysanne du Niger. Depuis le début de cette année 2021, M. Djibo Bagna préside, au nom du gouvernement du Niger, l'Observatoire des marchés des engrais. Alors, chers participants, nous avons avec nous M. Djibo Bagna. S'il est prêt, M. Djibo, vous avez la parole. M. Djibo Bagna, il semble qu'il y ait quelques soucis de connexion avec M. Djibo Bagna. Nous allons passer au suivant panéliste, le temps que M. Djibo Bagna puisse se connecter. Nous allons passer à M. Adamo Isaka. Alors, pendant que M. Adamo Isaka se prépare, chers participants, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Nous les relevons avec l'équipe du CERFAM présente ici avec moi.
Nous les relevons et ensuite nous pourrons les adresser à chacun des panélistes comme nous l'avons signifié. Alors, M. Adamou Isaka. M. Adamou est conseiller principal résilience au bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest du Programme alimentaire mondial. M. Adamou est ressortissant du Niger et il travaille actuellement au niveau de l'unité résilience, comme je le disais, depuis plus de 6 ans en tant que conseiller régional du programme. M. Adamou Isaka a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de politique et stratégie de sécurité alimentaire et de résilience. M. Adamou est ingénieur agroforestier avec une expérience dans les domaines de la gestion des ressources naturelles et de développement agricole. Et M. Adamou a contribué à la rédaction de plusieurs documents stratégiques d'envergure nationale et sous-régionale, ainsi que dans le renforcement de la résilience dans les pays du Sahel. M. Adamou est actuellement secrétaire général. Il a été secrétaire général au Haut Commissariat à l'initiative 3N, qui veut dire les Nigériens nourrissent les Nigériens. Et il a également occupé de hautes fonctions techniques dans l'administration de son pays. Monsieur Djibo, Monsieur Adamou Isaka plutôt, si vous êtes prêts pour la présentation. Merci bien, Marina. Merci aux collègues. Je voudrais d'abord remercier vraiment de l'initiative qui a été prise pour nous inviter à ce panel. Et je remercie aussi donc les panélistes qui viennent de passer avant moi et qui ont touché du doigt l'essentiel de ce que je vais dire. Si vous pouvez me le projeter, Marina, je vais quand même faire quelques ajouts. Je ne vais pas aller dans le détail de ce qui a été déjà développé par Mamadou et par son prédécesseur, mais je pense que c'est important quand même de revenir sur les préoccupations aussi donc, de l'institution dans laquelle je travaille, c'est-à-dire le Programme alimentaire mondial, qui lui aussi met au centre de ses préoccupations, surtout dans le domaine de la résilience, mais au centre donc, dirais-je, les petits producteurs. Alors, je vais mettre l'accent sur justement l'impact de la COVID sur l'agriculture familiale, sur les petits producteurs. Et ensuite, parler un peu donc, de quelques mesures, essayer de voir comment renforcer un peu la résilience à long terme donc, des populations et parler aussi donc, de conseils, n'est-ce pas, par rapport donc, à ce que le sommet donc, sur le système alimentaire a eu à faire. Slide. Please. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je ne vais pas, comme je l'ai dit, m'attarder sur ce qui a été déjà dit, mais ce qui est sûr, c'est que la COVID a impacté l'agriculture familiale de manière générale et à travers, bien sûr, donc, comme l'a très bien développé Mamadou sur les restrictions liées, bien sûr, donc, à tout ce que nous connaissons sur l'accès au marché, les fermetures de marché, la fermeture de frontières, etc., qui ont eu des perturbations sur les filières agricoles, notamment tout ce qui concerne notamment la collecte et le transport vers les zones de consommation, ce qui a impacté, bien sûr, donc, l'agriculture et donc la production agricole. Et l'autre aspect, c'est par rapport donc, aux conséquences que cette perturbation a eues, c'est la modification de la demande et du comportement des consommateurs. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel nous n'allons pas nous attarder puisque ça a été bien développé par M. Mamadou. Alors, tous ces facteurs ont engendré l'augmentation, bien sûr, donc, des prix des produits alimentaires et qui ont déstabilisé la chaîne de valeur et qui ont impacté directement les moyens financiers des petits producteurs et même des consommateurs. Et ce qui a eu comme action ou réaction, n'est-ce pas, donc à travers des stratégies d'adaptation que les communautés rurales, les petits producteurs essaient en tout cas de s'adapter en mettant en place des stratégies d'adaptation telles que notamment limiter leur consommation alimentaire et opter pour des régimes alimentaires moins diversifiés. Slide, please. Alors, quelles sont les mesures immédiates qui peuvent atténuer les conséquences? Je crois qu'une des mesures, c'est de mettre en place des mécanismes de relance, en faveur, bien sûr, donc, des populations rurales pauvres pour la sécurité alimentaire et renforcer la résilience à travers notamment la fourniture d'intrants et de moyens de production alimentaire donc, pour les cultures, l'élevage et la pêche, faciliter l'accès au marché, octroyer des fonds. Je crois que là, le premier intervenant du FIDA a beaucoup insisté sur la mise à disposition donc, des fonds ciblés pour les services de finances rurales
pour garantir un niveau suffisant de liquidité et pour assouplir aussi les exigences de remboursement. C'est aussi de promouvoir l'utilisation des services numériques pour faciliter la mise à disposition d'informations clés sur la production. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on met beaucoup l'accent aujourd'hui et sur les marchés aussi. Et c'est de fournir aussi donc des transferts en espèces aux personnes les plus vulnérables touchées par la crise et renforcer les systèmes nationaux, bien sûr, donc de diagnostic. Slide, please. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc ça, c'est une image qui montre un peu, en tout cas, un étang, un petit producteur donc piscicole. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel, en tout cas, le PAM met l'accent pour pouvoir, en tout cas, souvenir aux besoins donc, des communautés, même en période de crise. Slide suivante. Suivante. Voilà. Comment pouvons-nous renforcer la résilience à long terme des populations rurales en Afrique? Je pense qu'à ce niveau, c'est un grand débat autour donc, de la résilience à long terme des communautés. Et à notre niveau, nous avons pensé qu'il faut mettre l'accent, il faut activer 4 leviers. Le premier levier, c'est d'essayer d'accroître et de diversifier les productions agro-silvopastorales et halieutiques. Comment est-ce qu'on peut accroître et diversifier? C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'investir sur les ressources. Investir les ressources conséquentes pour améliorer la capacité productive des terres et des eaux. C'est aussi de généraliser l'utilisation de techniques et technologies innovantes et adaptées aux réalités écologiques et socio-économiques des pays. Et c'est de créer des conditions juridiques, institutionnelles et fiscales favorisant le développement agricole, la transformation, la modernisation des systèmes de production. Nous allons voir plus loin comment est-ce que le PAM contribue donc à ces aspects. Deuxième slide, please. Alors, donc ça, c'est toute la transformation et tout ce que nous sommes en train de faire pour aider justement les petits producteurs à récupérer notamment des terres qui au début n'étaient pas du tout appropriées pour l'agriculture, mais qui aujourd'hui peuvent être revitalisées, peuvent renaître pour pouvoir justement les mettre à la disposition donc, de la production agricole. Et ça, c'est vraiment un certain des sites de récupération des terres dégradées et qui permettent vraiment de restaurer les systèmes alimentaires à notre pays. Slide suivante, please. Slide suivante. Voilà ce que ça donne. Le niveau pastoral, par exemple, sur les sites pastoraux récupérés, voilà ce que ça donne comme image, suite justement à l'augmentation donc de la biomasse et de la biodiversité et qui constitue en tout cas des bénéfices pour les éleveurs et les petits exploitants agricoles. Ici, c'est le cas, par exemple, du Niger, des sites donc récupérés du Niger. Slide suivante, please. Slide. Voilà, ici, il s'agit en fait d'accompagner les producteurs à travers un autre facteur limitant, c'est l'eau. Dans les pays, ça c'est vraiment dans les pays du Sahel, le problème de l'eau est accru, c'est le facteur essentiel. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut accompagner justement ces petits producteurs à avoir la disponibilité de l'eau pour permettre de conduire leur activité. Slide suivante, please. Slide suivante. Voilà, ça c'est un site de démonstration que nous accompagnons au niveau notamment du Tchad et qui constitue un peu vraiment la production au niveau donc de petits agriculteurs. Et nous allons voir cette production, le lien qu'il y a justement dans tout le processus avec les achats auprès des petits producteurs et à travers donc toute la chaîne de valeur, n'est-ce pas, agricole. Slide suivante. Le deuxième levier, c'est approvisionner les marchés ruraux et urbains en produits agricoles et alimentaires. Je pense que
c'est quelque chose de très important parce que c'est à travers ça que tous les investissements par rapport au renforcement des capacités de conservation et de stockage des produits agro-silvopastoraux et à le titre peut mieux être régulé, n'est-ce pas? Et au niveau donc, des procédés donc, à des exportations. Je crois que tout à l'heure, Mamadou a beaucoup insisté là-dessus. Il s'agit en fait de réguler l'approvisionnement des marchés ruraux et locaux et procéder donc à des exportations au moment opportun. Le deuxième aspect sur lequel il faut investir à ce niveau-là, c'est de pouvoir promouvoir la transformation des produits agricoles. De plus en plus, les milieux urbains qui sont les milieux les plus consommateurs deviennent exigeants et à ce niveau-là, il va falloir peut-être aller justement dans le cadre de la transformation et de production agro-industrielle pour satisfaire une demande de plus en plus tournée vers des produits finis. Et le troisième aspect sur lequel il faut investir, justement, c'est d'améliorer les infrastructures et les circuits de commercialisation. C'est très important à ce niveau. Ça permet de faciliter le transport des produits vivriers de base et réaliser des infrastructures de marché pour les céréales, les plantes horticoles, le bétail et certains produits forestiers non limités. Slide suivante. Voilà, ici, il s'agit un peu d'une unité industrielle, pas industrielle, semi-artisanale, en tout cas, de transformation de lait et qui est utilisée justement dans le cadre notamment donc, de l'alimentation des cantines scolaires particulièrement. Slide suivante. Le troisième levier, c'est comment améliorer la résilience des populations face au changement climatique et aux crises et catastrophes. Je pense qu'à ce niveau aussi, les mesures qui ont été promues permettent justement d'améliorer l'efficacité des mécanismes d'anticipation et de coordination. Tout à l'heure, Mamadou avait parlé de la coordination un peu et de l'anticipation. Il va falloir rendre beaucoup plus efficaces ces mécanismes-là pour essayer d'intervenir même en cas d'urgence, qu'il n'y ait pas de surprise. C'est de contribuer aussi donc à apporter des réponses adaptées dans des situations d'urgence par l'accroissement des stocks de réserves nationales. Je pense qu'à ce niveau, c'est important d'avoir ces réserves nationales de produits agricoles et alimentaires, assurer le continuum urgence, relèvement et développement pour les groupes socio-économiques les plus vulnérables, contribuer à l'élaboration d'un plan de gestion des risques auxquels font face les producteurs, les ménages et les communautés, et de contribuer aussi à la restauration des écosystèmes, la promotion des techniques agricoles sensibles au climat et d'emplois verts. Je crois qu'à ce niveau-là aussi, c'est quelque chose de très important quand même de créer, à travers donc, ces interventions, de créer des emplois. Alors, le quatrième levier sur lequel il faut mettre l'accent, c'est d'améliorer l'état nutritionnel à travers des mesures et des investissements qui permettent d'améliorer la disponibilité et l'accès aux aliments nutritifs, de soutenir la conservation, la transformation et l'enrichissement pour augmenter la disponibilité tout au long de l'année d'aliments riches en micronutriments, de promouvoir des modèles de consommation alimentaire équilibrés, une bonne hygiène de vie en milieu rural et en milieu urbain, et de réduire la prévalence des différentes formes de malnutrition en mettant à l'échelle notamment la sensibilisation des bonnes pratiques familiales essentielles, prendre en charge la malnutrition aiguë par l'amélioration donc des capacités de prise en charge curative des cas de malnutrition aiguë et de renforcer le dispositif de contrôle sanitaire des denrées alimentaires. Ça aussi, donc, c'est un aspect sur lequel je pense qu'il faut mettre l'accent dans le cas justement de ces systèmes alimentaires au cœur donc de l'Afrique. On y va. Slide suivante. Slide suivante, please. Voilà, ici, il s'agit de montrer un peu les types de contributions qui peuvent être justement soutenus par l'ensemble donc des acteurs, notamment ce que le PAM est en train de soutenir par la culture d'aliments nutritifs, tels que le moringa, pour diversifier bien sûr donc les régimes alimentaires. Slide. Monsieur Adamo Isaka, en attendant qu'arrive la prochaine slide, il vous reste 2 minutes supplémentaires. Allez-y à la prochaine, à la dernière slide, parce que c'est la plus importante pour nous. Allez-y vers la dernière, l'avant-dernière, s'il vous plaît. C'est parce que je ne contrôle pas la maîtrise un peu de mes images. Allez-y à la dernière slide, s'il vous plaît, vers la dernière, là où il y a le schéma. S'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Bon, je voudrais parler un peu de, voilà. Donc, pour revenir, pour résumer un peu tout ce qui a été dit par les uns et les autres et ce que j'avais commencé à dire, malheureusement, je n'ai pas suffisamment de temps.
c'est de parler un peu de ce modèle d'action intégrée de partenariat. Je pense que ce modèle, c'est important de le développer parce que l'approche que nous avons développée au niveau du PAM de résilience intégrée fait partie un peu de l'Alliance sur le système alimentaire résilient au climat pour tous, au-delà donc de 2030. Et sur ce schéma, c'est important de le voir, nous restons sur les sites au moins 5 ans et mettons en œuvre ce qu'on appelle un paquet intégré d'activités. On va le développer, ces activités-là, s'il y a des questions relatives à ces activités-là. Et nous encourageons le partenariat opérationnel avec les ONG, les gouvernements et les universités et d'autres partenaires. Et nous mettons l'accent sur la planification participative. Renforçons donc les capacités sociales, si on peut l'appeler comme ça, la protection sociale, et encourageons l'autosuffisance alimentaire. Si vous le regardez, les différents leviers dont j'avais parlé tout à l'heure, c'est d'axer sur la production. À travers la production, eh bien, on peut demander donc la réhabilitation, donc à travers la réhabilitation des terres dégradées, des sols, le jardinage et même la culture de manière générale, eh bien, on peut booster la production à travers donc tous les appuis dont on avait parlé. Mais aussi, l'autre levier, c'est par rapport aux infrastructures. Les infrastructures, c'est des infrastructures de marché, des infrastructures de transformation des aliments, etc., et qui peuvent contribuer justement à améliorer de manière générale tout ce qui est protection sociale, donc lié à l'éducation, lié aux roches, lié aux centres communautaires de santé, etc., donc lié donc à la lutte contre la malnutrition, mais aussi faire contribuer l'école, l'université, qui est le lieu de la connaissance, pour pouvoir appuyer justement ces communautés-là, pour pouvoir, les communautés et donc les petits producteurs, pour pouvoir améliorer la production de manière générale. Et tout ça, ça rentre bien sûr dans le cadre donc de la préparation des réponses, n'est-ce pas, qu'on fait au niveau donc des situations d'urgence à travers donc les agences des Nations Unies comme le PAM, l'ONU, les agences des Nations Unies, les ONG, et mais surtout autour donc du gouvernement qui est le leadership un peu donc de tout ce processus-là. Donc ce schéma-là, nous le mettons actuellement dans les pays du G5 Sahel et je crois que ça marche bien parce que ça permet aux petits producteurs, en tout cas, de jouer pleinement son rôle et de pouvoir quand même avoir tous les liens, n'est-ce pas, par rapport donc à la récupération des terres, aux actions créées par rapport au marché et surtout l'achat auprès des petits producteurs. Voilà, je vous remercie, je vais m'arrêter là. Désolé que je ne maîtrise pas la situation donc, de mes diapos. Et bon, voilà, ça a pris un peu de temps. Désolé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Adamo Isaka. Merci beaucoup. Je pense qu'on donnera l'occasion à tous les participants de poser les questions. Voilà, on donnera l'occasion aux participants qui ont déjà commencé à poser des questions sur tout ce que vous avez dit, vous et également les autres panélistes. Merci beaucoup, Monsieur Adamo. Donc, comme avec vous et avec Monsieur Patessen que nous avons entendu tout à l'heure, et également avec Monsieur Mamadou d'Action contre la faim, Monsieur Adamo Isaka a rappelé l'impact du COVID sur les systèmes agricoles et nous a montré au moyen d'images et des illustrations, les initiatives et des solutions mises en œuvre par le PAM pour aider les petits producteurs, ainsi que des partenariats développés par l'Organisation du Programme alimentaire mondial, donc développés avec des universités, développés avec des gouvernements, avec des ONG, afin d'améliorer les productions. Monsieur Adamo Isaka, nous vous remercions. Nous allons terminer cette série de présentations avec Monsieur Djibo. Nous espérons que Monsieur Djibo a pu nous rejoindre. Monsieur Djibo, vous êtes là? Monsieur Djibo n'est pas là malheureusement. Alors, le temps que Monsieur Djibo, si il arrive à nous rejoindre, nous nous excusons parce que Monsieur Djibo est au Niger, il a quelques soucis de connexion. Nous l'avions eu hier pour le test dans le cadre de la préparation de ce webinaire. Il était bel et bien avec nous. Malheureusement, ce matin, il a quelques soucis de connexion. Ce n'est pas bien grave, mais je vous rappelle, chers participants, que toutes les présentations vous seront partagées avec le rapport qui sera fait ainsi que l'enregistrement de ce webinaire. Tout vous sera partagé, ne vous inquiétez pas. Alors, si M. Djibo n'est pas avec nous, malheureusement, nous allons… M. Djibo, il est en train d'essayer de se connecter. Non, je suis connecté, c'est qu'on a sur l'ordinateur, mais vous ne nous avez pas donné le micro. Monsieur Djibo, nous sommes ravis de vous avoir à nouveau avec nous. Donc, si vous êtes là, vous avez 10 minutes également pour votre présentation. Oui, d'accord, mais vous l'avez. Vous pouvez activer votre caméra pour que les participants vous voient. C'est bon?
Monsieur Djibo Bagna, nous ne vous voyons pas. Vous voyez la partie caméra, vous pouvez activer comme nous l'avons fait ce matin. Allô? Oui, monsieur Djibo, nous sommes là, nous vous écoutons. Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. La présentation est déjà lancée. Vous avez 10 minutes, top chrono. Non, je n'ai pas la présentation pour... C'est ça. Oui, mais c'est bien. Nous l'avons, voilà, nous vous voyons et nous avons lancé la présentation. Vous la voyez? Non, je ne la vois pas. Pas encore, mais nous l'avons lancée. Patientez 2-3 secondes. OK. Allez-y. OK, ouais, d'accord. Voilà. Bon, je tiens à vous remercier. On a un problème de connexion là. Bon, je tenais à remercier tout le monde pour cette initiative. Je voudrais rappeler juste quelques éléments de contexte. Il est clair que après tout ce que les autres ont dit, nous nous rendons compte quand même que la question de l'agriculture ou le secteur rural est revenu dans les débats au niveau international, ce qui est un élément important. Et cela est dû aux différentes crises que nous avons connues. Le deuxième élément dans le contexte que je voudrais souligner, c'est cette question de résilience. Alors, c'est clair que la question de résilience aussi est revenue sur le débat, pas parce que la situation a changé, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de questions qui nous préoccupent et qui nous obligent à prendre à bras le corps cette question de résilience. Le troisième niveau qui me paraît important d'en parler, c'est la prise en compte de l'agriculture familiale. Dans le temps, quand tu parles de l'agriculture familiale, on considère comme quelqu'un de dépassé. Bon, fort heureusement, aujourd'hui, la plupart des experts, la plupart des institutions acceptent quand même que l'agriculture familiale est un élément à prendre en compte et qui peut contribuer à régler ces questions de sécurité alimentaire. Le troisième niveau qui, de mon point de vue, mérite d'être souligné, c'est la question des pandémies, mais c'est surtout la question d'insécurité aussi qui se pose. Pas seulement au niveau du continent, mais au niveau international. Alors, la dernière question qui, de mon point de vue, mérite d'être soulignée, c'est l'incohérence des politiques. Parce que si jusque-là, malgré l'argent qui est injecté dans le secteur rural, jusque-là, on continue à observer ces insuffisances en termes d'aliments, en termes de nutrition, je pense véritablement qu'il y a une préoccupation qu'il faut prendre. Donc, ça veut dire qu'il faut interroger nos politiques. Alors maintenant, je vais revenir sur les questions qui m'ont été posées. Je crois que les questions sont presque les mêmes. Hein. C'est quel impact la pandémie a eu sur l'agriculture familiale. Bon, j'ai essayé de vous schématiser un peu les quelques éléments parce que moi, j'avais pensé que c'était un débat. On posait la question à tout le monde. Mais la première question qu'il faut d'abord regarder, c'est que la sécurité alimentaire et les moyens d'existence sont les plus menacés. Parce que d'abord, nous, quand c'est arrivé au Niger, c'était au moment où il fallait récolter les cultures de contre-saison. Le premier élément, c'est qu'on a bloqué des gens qui avaient leur exploitation en milieu rural. Donc, du coup, ils ont perdu en tout cas leur production. Deuxième niveau, c'est pendant que les producteurs ruraux amenaient leur production au niveau des centres urbains, là aussi ils ont été bloqués. Donc, les producteurs souffrent, les consommateurs souffrent, mais les transporteurs aussi souffrent. Donc, de part et d'autre, on sent les effets de la pandémie. Le troisième niveau où on sent encore le coût de la pandémie, c'est au niveau des communes. Parce que c'est avec les petits marchés hebdomadaires qu'on ravitaille les centres urbains. Et comme ça ne fonctionne plus, donc l'économie rurale a chuté. Donc les maires ont commencé à sentir, en tout cas, cette pandémie en milieu rural. Et naturellement, ça va impacter, puisque c'est ça qui permet de ravitailler les centres urbains. Ça, c'est le premier niveau de constat. Maintenant, quand on va un peu plus loin, nous allons observer le fait de bloquer le mouvement des gens, que ce soit du secteur agricole ou que ce soit du secteur de l'élevage ou que ce soit au niveau de la pêche,
ça a aussi eu un impact aussi important, qu'il soit du côté économique, qu'il soit du côté social, parce que, bon, disons, toute l'économie était bloquée. Donc, ça, c'est des choses à prendre en compte. Alors, sur le plan, on a donné quelques éléments, hein. Vous allez les regarder. Mais quand on regarde en termes de stratégie, cette pandémie est tombée comme ça. Donc, on n'a pas pris en compte, on n'avait pas prévu que ça allait arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des ressources qui devraient arriver dans nos États ou qui devraient arriver au niveau de nos organisations étaient bloquées. Parce qu'il n'y a plus de réunions. On n'avait pas prévu ces vidéoconférences-là. Donc, il fallait en tout cas, tous les mouvements ont été bloqués. Vous prenez les transports, vous prenez... en tout cas, tout le système était bloqué. Mais là où ça a plus impacté l'agriculture familiale, parce que c'est l'agriculture familiale qui a été le plus impactée parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser les nouvelles technologies pour communiquer. Vous voyez bien, alors qu'au niveau urbain, ils ont un système qui leur permet au moins de communiquer. Alors qu'en milieu rural, leur système de communication, c'est les marchés ruraux, c'est les marchés hebdomadaires, c'est les Babkem, c'est les mosquées. Alors donc tout ça, ça a été fermé. Donc socialement, ça a joué sur la population. Maintenant, au point de vue résilience, à mon avis, là où nous avons plus de problèmes, c'est que malgré les sommes qui sont en train d'être injectées, malgré les technologies qui sont en train de sortir aujourd'hui, malgré les experts que nous avons aujourd'hui en quantité, et disons même en qualité, mais jusque-là, qu'est-ce que nous observons? C'est que nous avons l'insécurité qui augmente, nous avons la pauvreté qui augmente, nous avons les gens qui sont en train de quitter le milieu rural pour aller dans les centres urbains, nous avons des gens qui sont en train de jeter leur vie dans la mer, nous avons des gens qui sont en train de tomber dans le désert. D'où il faut se poser certaines quand même questions. Donc, la première question qu'il faut se poser, mais pourquoi on ne met pas assez de ressources au niveau du milieu rural pour faire vivre le milieu rural, au détriment des grands ponts que nous observons, au détriment des buildings que nous sommes en train d'observer en milieu urbain, au détriment, en tout cas, de beaucoup de choses qu'on est en train de faire aujourd'hui. En tout cas, le milieu rural est en train de se vider. Donc, il faut forcément revoir notre manière d'investir, notre manière de communiquer, notre manière d'agir. Je pense que ça, c'est quand même des interrogations. Je crois que Diop en a fait cas et même Unteni aussi en a fait. Il y a beaucoup de gens qui ont soulevé les questions. Donc, moi, Monsieur Djibo, vous êtes là? Oui, vous pouvez y aller. Vous avez encore 5 minutes, s'il vous plaît. Voilà. Au niveau de la gouvernance, je crois que quelqu'un l'avait soulevé. Vous prenez aujourd'hui... Nous avons quelques soucis de connexion avec Monsieur Djibo. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, Monsieur Djibo. Voilà, un ministère de l'hydraulique, un ministère de l'environnement. Donc, tous ces ministères-là, parfois, c'est vrai qu'au Niger, nous avons I3N aujourd'hui qui coordonne l'ensemble de ces initiatives-là pour que les gens regardent dans la même direction. Mais avant, chacun faisait son travail dans son petit coin, alors que c'est le même secteur qui est concerné. Alors, le producteur, il ne sait même pas où il doit aller pour trouver une réponse. Donc, la cohérence de nos politiques, la cohérence de nos interventions, parfois, ça aussi, ça pose problème. Un autre niveau de problème, c'est au niveau des partenaires. Malgré que nous avons des politiques au niveau du continent, le PDDA, au niveau de la CEDEAO, nous avons la politique de la CEDEAO, nous avons la politique de l'UMOA, nous avons toutes ces politiques-là, les ODD.
mais vous allez voir, chaque partenaire vient avec son petit drapeau et il essaie de conduire des activités en parallèle. Donc, l'incohérence de ces interventions, le manque de synergie entre ces interventions, le faible implication des acteurs. Parfois, on imagine que le producteur, parce qu'il n'a pas fait de longues universités, alors on imagine à sa place pour dire que je pense que ça, c'est bon pour eux. Alors, ce que tu penses est bon pour lui, peut-être que ce n'est pas ça qui est bon. Donc, à mon avis, nous devrions agir sur les politiques. Comment faire en sorte qu'il y ait une cohérence d'intervention? Comment faire en sorte qu'on implique les producteurs dans leur langue, dans leur système culturel, dans leur terroir, pour que les questions qui vont être abordées puissent être abordées avec eux. Je crois que tout à l'heure, Outeni avait présenté des modèles de récupération des terres. Ça, c'est des cas qui ont réussi, surtout le cas du Niger. Mais c'est parce qu'on a impliqué la population. En ce moment, la question de durabilité ne se pose pas. Mais quand on parachute des choses, quand on ne discute pas, ou bien quand on réfléchit au niveau international et on vient implanter des choses, ça pose des problèmes. Alors, la question de financement, là aussi, je crois que quelqu'un l'avait abordé. Si on veut bien aborder la question de résilience, la meilleure façon, c'est de voir des mécanismes souples adaptés pour que les producteurs puissent accéder à des financements avec des ressources propres. Parce que malheureusement, nos États, parfois, ils attendent des financements qui doivent venir de l'extérieur. Alors, on bâtit toute la politique en croyant que ça doit venir. Alors, ça ne marche pas. Alors que la résilience n'attend pas. Les effets du changement climatique n'attendent pas. Chaque jour que Dieu fait, il y a des choses qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent. Donc, ça appauvrit le milieu rural, ça détruit le milieu rural. Et les réponses qui sont appropriées parfois viennent en urgence. Alors qu'on devrait, c'est vrai que l'urgence c'est important, mais il faut aussi penser dans le long terme. Et dans le long terme, c'est des politiques cohérentes, élaborées avec la communauté, discutées avec la communauté, validées par la communauté. Voilà les quelques éléments. Maintenant, à mon avis, ce qu'il faut, et ça je le suggère, que ce soit le PAM, le FIDA ou d'autres partenaires, je suggère fortement de renforcer le dialogue, de renforcer la concertation, mais surtout de renforcer le financement adapté à notre contexte. Voilà les quelques éléments que je voulais partager avec vous. Merci. Monsieur Djibo, nous vous remercions infiniment pour cette brillante présentation. Merci beaucoup. Avec Monsieur Djibo Banya, nous achevons la série des présentations. Alors, nous avons récolté pas mal de questions-réponses, des questions que nous allons adresser à nos différents panélistes. Donc, merci Monsieur Djibo, Monsieur Ahmad Patessen. Nous allons commencer par une question qui vous est adressée. Alors, Monsieur Ahmad Patessen, je vous rappelle qu'il est du FIDA. La question est la suivante. Quelles sont, selon vous, les contraintes majeures et spécifiques en lien avec les politiques et gouvernance des systèmes alimentaires pour arriver à une transformation véritable des systèmes agricoles en Afrique? Monsieur Ahmad Patessen, quelles sont, selon vous, les contraintes majeures et spécifiques en lien avec les politiques et gouvernance des systèmes alimentaires pour arriver à une transformation véritable des systèmes agricoles en Afrique? Monsieur Ahmad Patessen du FIDA, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci. Donc, je remets ma vidéo. Bon, c'est une question pertinente et puis, bon, je pense que la majorité des États sont en train de chercher des solutions. Donc, les solutions existent un peu partout dans le monde. Hein. Mais à mon avis, bon, et puis par rapport à l'expérience et le travail que nous faisons, il y a en fait 3 composantes sur lesquelles les politiques nationales et les politiques sectorielles doivent s'adresser. En faisant une comparaison, bien sûr, avec des systèmes alimentaires déjà connus, surtout en Asie et également en Amérique du Sud. Pour le cas de l'Afrique, je pense que le premier point, ça doit être la productivité agricole. C'est le premier. Aujourd'hui, nous avons une très faible production de nos systèmes de production agricole, très, très faible par rapport à la moyenne mondiale, que ce soit sur le riz, que ce soit sur le maïs, d'autres spéculations. Nous sommes largement dessus, que ce soit le lait, par exemple, nos vaches qui produisent le lait pour les protéines, mais également pour la sécurité nutritionnelle. On tourne avec autour de 1-2 litres, alors qu'ailleurs, ça monte à 40, 50, ça peut aller jusqu'à 90 pour les records mondiaux. Donc,
pour les productions céréalières, tu en as 2, 3, 4 tonnes, alors qu'ailleurs, tu dépasses les 10 tonnes ou au-delà. Donc, là, c'est un problème. Donc, c'est le premier élément qu'il faut régler. L'amélioration de la production, ça nécessite la technicité, ça nécessite la mécanisation. Nous ne pouvons pas augmenter les productions avec la daba, avec l'hilaire et cette agriculture traditionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, avec la mécanisation, avec l'agriculture de précision, nous devons en fait faire un saut. On n'est pas obligé en fait de refaire en fait tout le parcours, mais un saut qualitatif pour pouvoir donc améliorer cette production-là. Et la connaissance, les centres de formation, l'agriculture également, de nos jours, avec les changements climatiques, il faut vraiment être très précis, pouvoir avoir donc des estimations, comprendre, lire, avoir l'information sur les marchés. Donc tout ça, ça peut se faire avec la formation. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour le faire, mais des centres de formation et qui doivent également les accompagner. Donc une fois qu'on a réglé la productivité, on doit passer maintenant à ce qu'on appelle, et cette productivité-là, pour revenir toujours au premier point du Magic Bullet, ça peut se faire sur de petites surfaces. Il y a déjà des expériences en Asie, les spéculations sont de l'ordre de 1,5 à 2 hectares. Donc, c'est des petites surfaces, mais la compétitivité et la compétition est de mise. Selon leur expérience, lorsque tu as beaucoup de terre, tu as tendance à laisser en fait la production faible et tu as tendance à ne pas le faire, sauf si tu es vraiment un grand producteur mécanisé et sur le marché. Donc, il y a cette productivité, cette compétitivité qu'il faut mettre en place avec, bien sûr, une économie de marché. En dehors donc de la production, le deuxième pilier qu'il faut influencer et où on a également des contraintes chez nous, qu'il faut forcément régler, c'est la transformation. Lorsqu'on dépasse un seuil de production, on a un surplus. En agriculture, ce surplus-là, ça va au-delà du ménage. D'abord, nos agricultures familiales, c'est pour nourrir le ménage, mais une fois qu'on dépasse, disons par exemple, on cherche une productivité de 6 tonnes par hectare et puis on en a 10, donc on sait que par exemple, les 6 tonnes peuvent nourrir la famille, les 4 pourront aller sur le marché. Mais ces 4-là doivent également suivre un processus de transformation. Aujourd'hui, quand on vend sur le marché un produit brut, non transformé, on n'a aucune valeur. La même bouteille d'eau qui a été juste manufacturée avec, bien sûr, une marque, coûte 20 fois plus cher à l'aéroport ou dans un centre commercial, alors que c'est juste la même eau. Donc, ça n'a pas changé. Donc, la transformation, les marques, mettre des produits attractifs pour le consommateur, c'est important. C'est là où également on gagne plus. Et cela, au-delà du marché local, on commence également à viser le marché d'export. La zone Afrique de l'Ouest, avec le Nigeria et les perspectives, on va atteindre bientôt le milliard d'habitants dans le futur, selon des projections de UNFPA. En tout cas, pour le marché Afrique de l'Ouest, on a déjà en fait une bonne économie de consommation. Donc, naturellement, on doit également capter cela et pour faire la substitution. Donc, c'est le deuxième pilier. Cette transformation-là doit être faite avec, bien sûr, des usines de transformation légères, pas compliquées, pour pouvoir générer de l'emploi et attirer également des jeunes, pour pouvoir vraiment augmenter et passer juste de la production brute à la transformation. Le troisième et le dernier élément, c'est des incitations. Lorsqu'on fait, on appuie le secteur agricole, bien sûr, la production, la transformation, il doit y avoir également des régulations. Ces régulations-là doivent venir de l'État. De l'État, d'abord, dans le cadre de la production, tout ce qui est accès à la terre, les réformes, parce qu'on ne peut pas le faire lorsqu'on est jeune, on est diplômé, on veut faire de l'agriculture. On doit pouvoir le faire, même si on n'a pas la terre. On doit pouvoir avoir des titres, on doit pouvoir être protégé pour une production de 5 ans ou en tout cas loué, pouvoir le faire, même si on ne l'a pas. La femme doit avoir accès. Donc, c'est important également de fermer ce gap-là parce que lorsqu'on fait la capacitation des femmes, on leur donne les moyens, la productivité augmente. Donc, c'est des données scientifiques. Donc, l'accès, que ce soit ceux qui ont droit à la terre ou pas droit à la terre, doit être là et ça, je pense que c'est également le rôle de l'État et de les réformes. Le dernier,
L'autre élément, c'est vraiment les financements. Les financements, c'est de l'incitation et ça doit être incitatif. Les taux d'intérêt dans notre région qui frôlent les 10%, 20% au Nigeria ou au Ghana, ou à 15% pour les institutions de microfinance, c'est quasi impossible pour les petits producteurs. Ça, c'est pas possible. Et donc, ils sont là, voilà, qui ne peuvent pas prendre des financements. Ça doit être pour des petits producteurs des niches, des produits spécifiques en dessous du prix du marché et qui doivent leur permettre donc de l'avoir avec des mécanismes de garantie. Et à partir de là, on passe maintenant par étapes avec des paliers qui vont les permettre d'accéder, de s'organiser et de pouvoir par la suite investir dans leur production. Je pense que tout ça mis ensemble avec l'appui de l'État qui régule les importations, qui protège les petites entreprises des grosses entreprises avec des contrats liés et des volumes qui sont en fait fixés, donc des mécanismes d'incitation. Si vous atteignez ce volume, vous allez avoir ces mécanismes d'incitation, nous serons à mesure de régler le problème. Donc, je m'arrête là. C'est les trois, en tout cas, éléments piliers essentiels, à mon avis, que je pense qu'il faudra donc réfléchir. Merci beaucoup, Monsieur Ahmad Pathé. Merci beaucoup. Nous avons compris dans votre réponse, vous avez relevé aussi bien les contraintes, mais également des recommandations pour justement faire face à ces goulots d'étranglement que nous avons cités tout à l'heure. Merci beaucoup pour la réponse. Notre deuxième question s'adresse à Monsieur Mamadou de Action contre la faim. Alors, Monsieur Mamadou, dans votre présentation, vous avez parlé des filets sociaux comme étant des solutions pour aider les petits producteurs. Justement, la question qui vous est posée, Monsieur Mamadou, elle est de savoir en quoi est-ce que ces filets sociaux, qui sont le plus souvent perçus comme des opérations de perfusion, peuvent être un facteur de résilience pour les petits producteurs ruraux de l'Afrique de l'Ouest. En quoi est-ce que justement les filets sociaux dont vous parliez dans votre présentation, qui sont perçus par la majorité comme étant des opérations de perfusion, peuvent être justement un facteur de résilience pour les petits producteurs en Afrique? Merci beaucoup, Marina, et merci pour cette belle question parce que ça permet de clarifier. Effectivement, en majorité, les filets sociaux servent, on le sait très bien, à atténuer un état, une situation donnée. C'est-à-dire que la population vit ou est en train de subir un choc. Il faut mettre en place des mesures d'atténuation de ces chocs-là. Par contre, sur la partie résilience, je parlais des garde-fous sociaux plutôt, parce qu'il faut renforcer ces éléments-là. Un, par la consommation de la production locale. Il faut que la production locale soit mise à profit pour répondre aux besoins, pour les réponses aux chocs, donc de filets sociaux. C'est-à-dire qu'au lieu d'importer ou d'aller sur les marchés, les gros marchés à l'échelle nationale pour s'approvisionner, pour faire face à un besoin ponctuel de distribution de vivres dans une région donnée, il faudra voir dans cette région-là ce qui est disponible. Et malheureusement, je pense que M. Sen l'a bien dit tout à l'heure, la production, elle n'est pas suffisante. Et c'est ça qui nous pose énormément de soucis. Si je vous dis, par exemple, que pour le mil que nous consommons, je donne un pays, le Sénégal, par exemple, qui consomme beaucoup de mil. Ce mil-là, en majorité, est du mil importé de l'Inde. C'est choquant quand on l'entend comme ça, parce que c'est normalement la base de l'alimentation dans ce pays-là, et la production locale ne permet pas de satisfaire aux besoins de la population locale. Donc effectivement, c'est problématique, et c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on renforce la production locale pour que cette production puisse satisfaire au mieux aux besoins ponctuels des populations qui font face au choc d'une manière globale. J'espère avoir répondu à la question. Oui, merci beaucoup, M. Mamadou Diop. Merci beaucoup pour votre réponse. Nous reviendrons dans le cadre d'une seconde série de questions qui vous seront adressées. La prochaine question, elle est adressée à M. Adamou Issaka du PAM. Alors, la question, elle est libellée comme suite. Les problématiques liées au genre et aux violences basées sur le genre demeurent des défis majeurs pour arriver à la résilience. Alors, quelles recommandations nous donne le PAM pour pouvoir y faire face? Monsieur Adamou Issaka, vous avez la parole. Je crois que c'est une question pertinente par rapport au genre. Je crois que ça fait partie des préoccupations du PAM, du Programme alimentaire mondial.
le respect du genre est une condition sine qua non justement dans les activités que nous menons. Et pour revenir à la question relative donc aux recommandations par rapport à ça, je pense qu'il ne s'agit pas de recommandations à proprement parler, mais surtout d'actions à mener. Et je crois que pour toutes les actions que nous menons dans le cadre justement, non seulement de la résilience, mais aussi dans le cadre justement donc de la lutte contre la malnutrition et autres, la femme, le genre est au centre et au cœur en fait de ces activités-là. Et nous pensons que vraiment, il va falloir aller, je crois, dans ce sens ou au-delà même de ça, pour que la femme puisse se retrouver ou le genre puisse se retrouver dans tous les maillons donc, de nos interventions. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que vraiment nous continuons donc à encourager et à conseiller auprès donc, de nos partenaires coopérants, notamment qui interviennent sur le terrain avec nous. Mais je crois qu'au-delà de la question du genre qui avait été posée et qui est une de nos préoccupations, bien sûr, il y a des questions beaucoup plus pertinentes, je pense, qui nous ont été posées par rapport notamment à notre collaboration avec les universités. Tout à l'heure, sur le schéma, j'ai parlé un peu de la collaboration justement avec les universités et ils ont une question relative à ce que nous avons des cas de réussite ou bien le type de collaboration que nous menons avec les universités. C'est important à notre sens. Depuis 2018, nous avons compris que nous ne pouvons pas cheminer seuls sans justement associer le lieu de la connaissance qu'est l'université. Et nous avons donc voulu avoir des partenariats gagnant-gagnant justement avec les universités, particulièrement dans les pays du Sahel où nous intervenons dans le domaine de la résilience et qui a abouti justement aujourd'hui à la création ou à la naissance de ce qu'ils ont appelé le réseau des universités du Sahel pour la résilience. C'est quoi? Ce réseau a été créé par 6 universités du Sahel au niveau donc des 5 pays du G5 Sahel pour accompagner justement le PAM et les gouvernements dans leur activité de résilience, notamment à travers tout ce qui est renforcement des capacités justement et accompagner les communautés pour produire davantage, n'est-ce pas, et apporter donc les nouvelles techniques et technologies, n'est-ce pas, appropriées pour pouvoir produire encore davantage et pouvoir mettre justement ce surplus agricole-là à la disposition des achats, si on peut les appeler, de ceux qui ont besoin de ça pour les mettre à la disposition donc, des cantines scolaires notamment. Ça, c'est un exemple, en tout cas, qui a très bien réussi. Et le type, une question qui a trait justement à ces achats locaux, c'est particulièrement par rapport donc, à comment est-ce que ça évolue aujourd'hui au niveau donc, de ces achats locaux. Le PAM a encouragé justement les pays à développer donc des stratégies et des stratégies donc d'achat auprès des producteurs. Et le PAM justement a accompagné ces gouvernements à arriver. Le Niger, par exemple, aujourd'hui, est arrivé à élaborer une stratégie d'achat auprès des petits producteurs, qui est une condition aujourd'hui imposée par le gouvernement du Niger, d'abord avant de toucher aux grands producteurs ou bien aux industriels qui achètent auprès donc, de ces petits producteurs. Donc, ça permet en fait de lutter contre justement comment dirais-je, cet achat qui se fait de manière vraiment non rémunérée auprès des petits producteurs. Maintenant, avec cette stratégie, effectivement, les petits producteurs trouvent leur compte, n'est-ce pas, et ça ne concurrence pas le marché en tant que tel, parce que c'est parti sur justement le prix sur le marché et qu'on achète auprès de ces petits producteurs. Et le gouvernement, je crois, a accepté cela et je crois que c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui dans le cadre justement de ces achats auprès des petits producteurs. Maintenant, le PAM, le rôle, il y a une autre question, c'est le rôle du PAM, justement. Quel est le rôle du PAM ou les rôles du PAM? Le PAM ne fait qu'accompagner, à l'instant donc de tous les agents des Nations Unies, ne fait qu'accompagner que les gouvernements et à travers le gouvernement, les petits producteurs dans ce cas-là. Donc, le PAM les accompagne à travers des renforcements de capacités et à travers aussi la mise à la disposition des techniques issues justement des recherches au niveau des universités. Donc, des techniques appropriées qui leur permettraient justement d'advenir justement à leurs besoins ou de soutenir en tout cas leur activité. Et bien sûr, donc, avec tout ce que ça comporte comme connaissances techniques et technologiques, comme je l'avais dit tout à l'heure, ici donc de ces recherches au niveau des universités. Voilà, merci Marina. Voilà ce que, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question ou aux questions, mais j'essaie de résumer un peu les questions que j'ai vues dans le chat. Merci. Effectivement, il y en a pas mal. On essaie de les collecter au fur et à mesure et puis on ne peut pas les poser tous parce que le temps ne nous le permettra pas. Mais comme je le disais, nous vous les transmettrons et nous recueillerons
vos réponses pour les partager lors du partage du rapport à tous les participants. Donc, merci beaucoup. Vous avez répondu à la question et à d'autres questions également que nous allions poser dans la deuxième série que nous allons avoir. Donc, merci beaucoup pour ça. Monsieur Djibo, est-ce que Monsieur Djibo est toujours avec nous? Oui, je suis là, je suis là. Alors, Monsieur Djibo, alors la question que les participants vous posent, donc c'est deux questions en un. On espère que vous allez être succinct dans les réponses. Alors, ils demandent que manque-t-il véritablement aux petits agriculteurs pour atteindre leur plein potentiel dans la transformation des systèmes alimentaires? Qu'est-ce qui leur manque? Et puis vous, par rapport à votre expérience, quel est le plaidoyer que vous faites justement auprès des politiques des pays africains? OK, merci beaucoup. Bon, ce qui manque aux petits producteurs, c'est d'abord des politiques cohérentes. Parce qu'en fait, les petits producteurs sont liés à la manière dont les politiques sont conçues. Alors, donc, la gouvernance aujourd'hui de nos politiques, c'est une vraie préoccupation. Le deuxième niveau, c'est le financement. La plupart de nos banques que nous avons, c'est des banques classiques. Alors, pour accéder au financement de ces banques-là, c'est véritablement toute une procédure. On va même demander les papiers de votre grand-parent. Alors, donc, ce qui rend la chose très compliquée. C'est vrai qu'il y a de plus en plus la naissance de certaines banques. Par exemple, vous avez au Niger, avec ce que nous avons fait en termes de plaidoyer pour avoir une banque, on a la banque agricole aujourd'hui, la Bagri. Au Burkina, il y a une banque agricole. Au Sénégal, il y a une banque agricole. Il y a des tentatives de création des banques agricoles. Avec le bruit que nous avons fait au niveau de la CEDEAO, aujourd'hui, il y a des financements qui sont orientés au niveau de la BIDC pour permettre aux producteurs, ou bien en tout cas pour permettre au secteur rural d'accéder à des financements. Maintenant, il y a la question de vulgarisation. C'est vrai qu'avec les programmes d'ajustement structurel, on a démantelé tous les mécanismes de vulgarisation. Regarde aujourd'hui, avec toutes les technologies que nous avons aujourd'hui, liées aux panneaux solaires, à l'irrigation, donc toutes ces connaissances-là aujourd'hui sont au niveau de nos universités, sont au niveau des instituts de recherche. Alors, comment faire en sorte que ces nouvelles technologies-là, on puisse les transmettre dans des messages souples que les producteurs peuvent consommer? Alors, un autre élément qui nous paraît aussi fondamental, c'est comment faire le lien. Je crois qu'il y a Adam qui l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on est en train d'acheter des produits auprès des petits producteurs. Mais jusque-là, la mayonnaise ne prend pas parce qu'on leur demande de rentrer dans des systèmes qui sont très loin, en tout cas, de leur portée, parce que c'est des appels à proposition. Alors, le producteur, il a besoin de l'argent tout de suite, alors qu'il faut attendre des procédures pour qu'on puisse leur virer l'argent dans leur compte. Après, il faut... Tu vois, ils ne sont pas très habitués. Donc, il faut qu'on mette en place des systèmes au niveau des organisations pour renforcer leur capacité, pour qu'ils soient capables d'aller chercher ces ressources-là. Parce que tant qu'ils n'ont pas ces ressources-là, ça va être extrêmement difficile de pouvoir. Et il y a aujourd'hui l'insécurité. Il faut sécuriser, il faut dialoguer à travers. Les armes, c'est vrai, il faut utiliser les armes. Mais il n'y a pas que les armes. On a d'autres mécanismes qui permettent, en tout cas, de sécuriser. Les producteurs, aujourd'hui, tu vas au champ, tu as peur. Est-ce que tu vas revenir ou tu ne vas pas revenir? C'est une vraie préoccupation. Et l'autre, maintenant, c'est la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace. Aujourd'hui, tu prends l'oignon du Niger, tu veux aller en Côte d'Ivoire, mais c'est des tracasseries, c'est des problèmes. Alors donc, les gens ont besoin de circuler librement dans leur espace. Voilà les quelques, en tout cas, préoccupations des producteurs. Si on arrivait, en tout cas, à agir sur ces leviers-là, je pense que le petit producteur pourra être capable de nourrir, en tout cas, le continent. Merci beaucoup, Monsieur Djibo. Merci infiniment pour cette belle réponse. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés au terme de ce webinaire qui était très intéressant. Les questions sont nombreuses. Nous les transmettrons, chers participants, aux panélistes qui vont y répondre et nous vous les partagerons, comme je le disais, dans un rapport qui sera réalisé par la suite. Les présentations vous seront également partagées des panélistes. Vous pourrez en avoir, les lire, les consulter et puis pouvoir compléter vos différentes connaissances sur le sujet. Je voulais remercier tous les panélistes
Et vous demandez une minute supplémentaire, s'il vous plaît, chers participants. Nous avons avec nous le directeur par intérim du CERFAM. Nous avons monsieur Patrick Texera. Si monsieur Patrick Texera veut bien nous dire un dernier mot pour pouvoir clore cette session de webinaire. Monsieur Patrick, oui, nous l'avons. Bonjour. Vous arrivez à me voir? Nous t'entendons, Patrick, tu peux y aller. Écoutez, je vous remercie en tout cas de me donner la parole. J'aimerais remercier tous les panélistes pour l'excellente discussion, l'engagement que nous avons eu tout au long de ce webinaire. D'abord, moi personnellement, en réunissant des spécialistes, nous avons touché des points importants qui concernent les exploitants agricoles. Vous êtes passé en mute, monsieur Texera. Désolé, quelqu'un a dû me mettre en mute, je n'ai absolument pas touché. Bon. Oui, c'est bon. Bon, donc ce que je voulais dire, c'est que à travers les différentes perspectives que nous avons eues, vraiment, on a compris que c'est un thème non seulement un thème d'actualité, un thème vital au défi des challenges, des goulots d'étranglement que rencontrent les populations rurales vulnérables en Afrique. Il est clair qu'une série de mesures, de politiques, d'actions, d'engagement, d'investissement soutenu régulier, surtout beaucoup plus de coordination et pour éviter la fragmentation dont parlait M. Djibo Bagna, va être nécessaire. J'ai beaucoup aimé les perspectives qui ont été présentées. La richesse des débats vraiment nous encourage à poursuivre justement les échanges au-delà de ce webinaire. Donc, je tiens à vous dire que non seulement vous aurez accès à la vidéo, mais nous allons nous assurer aussi que les questions pour lesquelles vous n'avez pas encore eu de réponse, on puisse avoir des réponses précises, mais aussi pouvoir exploiter au-delà, continuer la conversation pour voir comment on peut créer justement ces passerelles, non seulement entre nos organisations et qu'elles soient des Nations Unies, de la société civile, mais aussi, et c'est important, comme disait M. Bagna, mettre les personnes concernées au centre justement de cette problématique. C'est par le biais justement d'une redevabilité beaucoup plus grande, une inclusion beaucoup plus grande des populations qu'on va réussir à les associer, à s'assurer que leurs besoins sont pris en compte. Les défis sont énormes, mais ce genre de conversation, en tout cas, nous aide à tracer, déterminer des pistes d'orientation et surtout avoir des bonnes pratiques. On a pu voir beaucoup de bonnes pratiques qui ont été énumérées et le CERFAM se fera un plaisir de les documenter et de les disséminer à travers notre plateforme de gestion de connaissances. Donc, un grand merci à tous, tous les panélistes qui nous ont rejoints et leurs équipes respectives. Et un grand merci à l'équipe du CERFAM et surtout à Marina pour l'excellente modération, en comptant sur vous pour le prochain webinaire avec Agrium dans un mois. Merci à toi, Marina. Merci beaucoup, Patrick. Merci infiniment pour ces mots de conclusion. Je voudrais, avec votre permission à tous, demander à tous les panélistes d'ouvrir leur caméra. Nous allons faire une photo de famille pour matérialiser ce webinaire, ce deuxième que nous avons. Monsieur Mamadou, merci beaucoup. Monsieur Amma Patessen, vous pouvez ouvrir. Monsieur Djibo, Monsieur Adamou et tous les collègues qui sont en ligne. Vous tous, voilà, merci beaucoup. Nous allons faire une photo de famille. Vous pouvez m'autoriser à ouvrir parce que c'est bloqué de votre côté. OK, nous nous en occupons. All right. Voilà, c'est parfait. Okay, merci. Et déjà, monsieur, ouvre la caméra. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous.
Merci infiniment pour ces brillantes présentations, pour ces réponses pertinentes également à toutes aux questions qui ont pu être posées. Le reste vous sera partagé, comme je le disais. Merci infiniment pour tout. Merci pour votre disponibilité depuis hier et bien avant dans le cadre de la préparation de ce webinaire. Donc, avec la permission du directeur, nous allons mettre fin à ce webinaire en espérant vous retrouver à d'autres occasions pour pouvoir toujours parler de la sécurité alimentaire, des transformations des systèmes alimentaires pour qu'ils soient toujours résilients, qu'ils soient toujours durables et inclusifs pour les populations rurales. Donc, merci encore et puis très bonne journée à vous tous. Merci, chers participants. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, merci, au revoir. M. Djibo. À très bientôt. Merci beaucoup. Bye à bye. très bientôt. OK. Donc, c'est bon.